Salut tout le monde, bienvenue au Monkey Talk Show. Du ping, du clash et des effets rétro. À chaque épisode, un sujet qui clive. Aujourd'hui, gérer la fin de saison et préparer la prochaine. On va questionner la manière dont chacun gère sa fin de saison, si elle est stimulante, si le ping est un sport d'été, ou comment on doit préparer sa prochaine saison avec une coupure qui est peut-être trop longue. Pour m'accompagner sur ce thème, Julien. Salut Julien. Salut Fred. Toujours 17. Bah oui. Coup fort, le service champion du Rhône V1 2024 et créateur de contenu et responsable du club, évidemment un fidèle de l'émission, parce que tu es en plus celui qui organise cette émission. Quentin aussi, bienvenue parmi nous Quentin. Salut Fred. Ça va, numéro 500 toujours? Ça baisse, mais on serre les fesses pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Et tu es prof de sport, pardon. Prof de PS, soyons précis. Pardon. Éducation physique et sportive. Très bien, c'est noté. Anthony, salut Anthony. Salut Fred. Un tout petit peu moins bien classé que Quentin, numéro 800 français. Tu 700. es 700. Ah, tu es remonté un petit peu par rapport à la dernière émission. Tu es reconnu pour être un excellent joueur de double. C'est ça. Et tu es éducateur sportif. Super, bienvenue. Et enfin Cyril, ex-numéroté. Je suis l'ex. Salut Fred. Coach mental de haut niveau. Actuellement, oui, ex-joueur, ex-entraîneur, c'est ça les ex. Mais, mais je suis bien marié avec ma chérie. C'est rassurant. Un petit avis rapide sur vos pratiques de fin de saison. Est-ce que vous ralentissez peut-être votre pratique ou vous allez chercher les derniers points sur cette fin de saison? Comment ça se passe pour vous? Ça joue encore là au mois de juin, au mois de mai? Un dernier tournoi là ce week-end, le 7 juin. Mais après, je coupe. Je fais plus de tournois dû un peu aux conditions de jeu, tout ça. C'est un peu plus... Ok, justement on en reparlera. Moi je m'entraîne pour maintenir la machine, mais c'est vrai que je constate que dans mon club, l'affluence aux entraînements décroît très rapidement. C'est toujours pareil en fin de saison, il y a beaucoup moins de monde à l'entraînement, c'est dommage, mais on le comprend. Pour garder la machine au point, parce que c'est de la haute technologie. Ouais, ce que j'allais dire, la machinasse. La machine, c'est pas un humain, c'est une machine. Et ça, qu'on le doc. C'est drôle. Alors, la fin de saison, il faut déjà savoir de quoi on parle. C'est la dernière journée de championnat pour la majorité des clubs. C'est à ce moment-là où on voit par équipe. Les gens qui disparaissent un petit peu des salles. Moi, elle s'est terminée à ce moment-là, mais par contre, comme Julien, c'est le moment de préparer la saison et d'améliorer la machine, pas seulement de la maintenir. On peut progresser à tout âge. On peut progresser à tout âge, même à 55. C'est un vieux modèle, il n'y a plus de mise à jour là-bas. Notez, merci pour ce tour de table. Notez que j'ai bien évidemment un carton jaune, un carton rouge. Carton jaune, exclusion d'une minute sur une discussion quand je sens qu'il y a un chroniqueur qui part en live. Et puis le carton rouge, exclusion définitive. On n'est pas à l'abri de ça, vous connaissant évidemment. On retrouvera notre rubrique Top sur Top, un duel de chroniqueurs avec des plages de 10 secondes pour donner un argument à tour de rôle. Il y aura aussi la rubrique Brainstorming, un pour ou contre rapide sur des propositions en lien au thème du jour. Et enfin, nous conclurons avec les questions des followers. Merci à vous pour vos suggestions et de nous suivre notamment. Allez, fini les présentations, on plonge directement au cœur du sujet. Alors, le ping est-il un sport saisonnier? En gros, est-il possible de jouer en été sous des fortes chaleurs? Première question, comment la chaleur affecte-t-elle la qualité de la balle ou la vitesse du jeu? Qui veut prendre la main là-dessus? Alors je crois que ce n'est pas que la chaleur qui impacte la qualité de la balle, sa vitesse et compagnie, c'est la chaleur plus l'humidité. Ah, il me semble. Oui, tu transpires un peu plus. La chaleur, elle peut avoir un impact sur le joueur directement. Voilà, exactement. Par là, qui lui va déjà on aime ou on n'aime pas la chaleur. Ça, c'est un sujet dont on peut parler. Mais c'est aussi que quand tu es nombreux dans une salle, tu transpires plus, donc il y a plus d'humidité. Donc l'humidité peut venir se mettre entre la balle et la raquette. En mai-juin, il y a des orages, donc aussi. Ça rajoute aussi de l'humidité. Ah oui. Quand il y a un orage et que tu as déjà 25, un temps comme aujourd'hui un peu, c'est ça. Mais c'est ce qu'on appelle la condensation. Et c'est un poison pour les pongistes. J'en ai fait les frais ce week-end. Plus pour certains que pour d'autres. Donc toi, tu es handicapé par ça? Ça dépend des styles de jeu. Je suis pas handicapé du revers parce que j'ai un soft, je joue à plat, donc je ne suis pas handicapé. Donc un revêtement particulier peut ne pas avoir... Je pense que c'est plutôt un style de jeu. Les spécialistes me contrediront ou pas, je sais pas, mais quand on joue plutôt à plat, par derrière ou par dessous, on est moins gêné que forcément quand on veut frotter, accrocher la balle, soit en défense, soit en top spin, où là, ça part pas pareil. Alors ça doit être style de jeu parce que moi j'ai discuté avec des personnes qui ont un soft également et ce qu'elles me disent c'est que c'est encore pire pour eux quand il y a de la condensation, que le soft il devient totalement incontrôlable et c'est d'autant plus difficile de gérer. J'ai pas assez de recul parce que... Non mais je pense que c'est ceux qui ont un soft mais qui accrochent la balle. C'est-à-dire qu'il y a des softs aussi qui viennent accrocher la balle et ça devient
complètement perturber le toucher. L'humidité, de toute façon, ça demande une adaptabilité. Voilà, c'est le but, c'est-à-dire que les conditions de jeu peuvent changer dans une salle. Il y a plus ou moins d'humidité, il y a plus ou moins de bruit, il y a plus ou moins de lumière. Ça fait partie des choses sur Ça lesquelles... fait partie du jeu pour toi. Pour moi, ça fait partie du jeu et ça demande une certaine adaptation. Alors, la preuve, c'est qu'il y a quand même des pays où il y a un taux d'humidité qui est démentiel qui arrive à jouer au tennis de table. Je pense que si on va au Japon, il y a des endroits qui sont Plutôt bien en plus. plutôt bien. En Asie, c'est peut-être pas ce qui manque. Donc, pour moi, ça fait partie de l'adaptation. Par contre, ça veut dire que quelqu'un quand on apprend à jouer que dans des conditions identiques, sans humidité ou très peu d'humidité, bah finalement, quand il y en a, ça demande une adaptation pour laquelle on ne s'est pas préparé. Et là, ça devient vraiment très gênant. Je pense qu'il y a quand même une différence de conditions de jeu. En Asie, à mon avis, Thaïlande, Vietnam, Chine et compagnie, ils ont climatisé les salles pour pas avoir ce problème d'humidité. Sinon, ça n'est pas jouable. Moi, de mon expérience de ce week-end, et je crois que Fred l'a partagé aussi, comme beaucoup d'autres pongistes en tournoi, quand tu es dans une salle qui condense en fin d'après-midi, ça n'est plus jouable, sincèrement. Donc je pense que les Asiatiques, qui ont un taux d'humidité bien plus important que nous, ils ont forcément trouvé une solution, et à mon avis, ça vient du système d'aération. Après, c'est une question d'adaptation, et je pense que il y en a qui m'ont dit ça peut niveler les niveaux, des joueurs plus faibles peuvent perfer plus facilement. En fait, je pense pas. Je pense que chacun a les capacités de s'adapter, et plus tu as un niveau élevé, plus tu as des compétences tactiques et techniques qui te permettent de t'adapter. Donc, c'est vrai ça qu'un numéroté est plus en capacité de s'adapter qu'un joueur qui a un niveau plus faible. Non, pas forcément. Alors ça pour le coup, je suis pas d'accord. C'est pas le niveau qui fait que tu t'adaptes mieux ou moins bien. C'est d'avoir anticipé le truc. C'est-à-dire que si à l'entraînement, moi j'ai entraîné longtemps dans une salle où il y en avait des problèmes de ventilation et de chauffage, donc tu te retrouvais avec une humidité qui montait au fur et à mesure de la journée. Et bien en fait, au bout d'un moment, les joueurs savent que ça va condenser. Donc, ils s'en plaignent, les nouveaux s'en plaignent quand ils arrivent, les autres disent bah oui, c'est comme ça, et on n'a pas le choix. Donc, il y a un système de jeu qui s'adapte, on sait que c'est un peu moins facile, ça accroche un peu moins. Par contre, le jour où ils se retrouvent en compétition dans des conditions d'humidité, en fait, ça les dérange un peu moins. Par contre, ça change. Quelqu'un qui joue qu'en rotation et qui joue à des conditions d'humidité, effectivement, ça le gêne et il n'a pas d'autre solution. Mais ça demande de le prévoir et d'essayer d'autres choses en tout cas. Anthony, toi qui es un joueur de rotation. Ouais. Alors moi, sur les tournois, en fait, tu es censé savoir, hein, tu vas faire des tournois fin mai, début juin. C'est en connaissance de cause, quoi. Tu sais que c'est foutu, quoi. Moi, je les fais pas parce que tu sais que voilà, il y aura de la condensation. Donc, on peut difficilement te plaindre de la condensation quand tu vas faire des tournois en fin mai, début juin. En plus, c'est même pas des compétitions un peu obligatoires. C'est pas comme en par équipe ou. Elles sont pas obligatoires, mais elles sont homologuées quand même. Hein. Elles comptent. Ouais, mais t'es pas obligé de le faire. Parce que les par équipes, normalement, pour défendre ton club, il y a eu une condensation dans un match par équipe. Ok, ils ont arrêté le match. Ils ont arrêté le match, et du coup, c'est passé en conditions sportives, tout ça. Effectivement. D'ailleurs, toi qui es spécialiste du règlement, il y a un taux d'humidité, de chaleur. Non, il n'y a pas de taux d'hygrométrie minimum ou maximum. Ce que dit le règlement lorsque on est en présence d'une balle mouillée par la condensation, c'est que... mouillée en général. Si tu peux apporter la preuve sur la raquette que tu as une trace d'humidité circulaire, le point peut être à remettre. C'est exactement ce que je me suis dit que la première fois que ça m'est arrivé ce week-end en tournoi, mais après ça t'arrive à tous les points ou presque et sur toutes les tables, c'est impossible dans la vraie vie d'un tournoi amateur, c'est impossible à appliquer. Je pense que par exemple à des niveaux plus importants, sur des matchs plus importants, là tu fais appliquer le règlement, mais quand c'est à tous les points de tous les matchs sur 36 tables, laisse tomber. Quand tu mets 600 personnes dans un gymnase, oui, effectivement. Quel que soit le sport quelque part aussi, hein, d'une certaine manière. Ah oui, de toute façon, au basket, je me rappelle d'un match de basket, c'était les phases finales, c'était l'Asvel qui jouait, il y avait 40 degrés en extérieur, et en fait, les joueurs glissaient et tombaient quasiment tout le temps. Ça devenait très compliqué parce que voilà, ils étaient 3, 4, 5 000 à l'Astrobal. Nous, les appuis, on est moins pourtant, on est très concernés sur les appuis. Ouais, mais il fallait quand même faire extrêmement attention parce qu'il transpirait en fait sur le parquet et ça glissait et la chaleur était vraiment gênante et ça devenait vraiment limite. Et comme au rugby, hein, quand il pleut, le ballon glisse. Hein, ça peut donner aussi, c'est un même principe. Est-ce que quand même on peut trouver des astuces qui nous permettent de rester performants quand on est dans une salle où il y a 35 degrés de chaleur? Qu'est-ce qu'on fait quand ça condense? J'ai compris quand même que jouer à plat peut être facilitant, un registre de jeu qui peut être facilitant. Qu'est-ce qu'il y a comme... Là où je trouve que Quentin avait raison, même si j'étais pas d'accord sur le coup quand tu as dit que les meilleurs joueurs avaient plus de capacité à s'adapter, effectivement, comme ils ont une palette technique plus importante, ils sont plus à même de se dire, bon bah là je sais que si je pars en top frotté, ça va pas le faire, je vais plutôt faire des top frappés ou top portés. Oui, ils ont une capacité à s'adapter à ces conditions de jeu peut-être plus importantes que les autres. Néanmoins, ils sont
ils sont sujets à la problématique comme les autres. Il y a ton pote, enfin je sais pas si c'est ton pote, mais Léandre Raclet qui est numéro quoi à 400. 400. Numéro 400, il a contré à 18, il pouvait rien faire ce week-end. Il disait, moi la balle je peux pas l'accrocher. Et il est défenseur, il peut pas accrocher la balle, donc au tout numéro 400 qu'il est, il a fait sa contre à 18. Tu vois. Ouais, le 18, qu'est-ce qu'il a fait du coup pour réussir Ça peut- Le 18, il m'a raconté en plus que lui justement il a l'habitude des défenseurs et il sait porter la balle. Et Donc finalement, c'est surtout un problème de perdant. L'humidité. C'est souvent ceux qui perdent qui se plaignent. mais, Ça non, fera des rayons. mais il se trouve que le 18 en face savait très bien jouer les défenseurs et savait très bien porter la balle, faire des. Voilà. Mais moi j'ai eu le cas, avec des joueurs que je suis en préparation mentale qui m'ont appelé, et un qui m'a appelé pendant une compétition en me disant je suis en train de complètement craquer, ça condense à mort, j'y arrive pas, je deviens fou. Et je lui dis bah du coup pour la condensation, tu te rends bien compte que je peux rien faire. Le seul truc que j'ai pu faire en fait c'est le recentrer en lui disant mais qu'est-ce que tu peux faire concrètement. Ouais. C'est-à-dire que la condensation, mais je vais mettre toutes les contraintes qu'on peut avoir dans le ping, les joueurs qui font face à une contrainte inhabituelle se focalisent sur la contrainte C'est vrai. en disant oui mais c'est pas normal. Bah, d'accord, c'est pas normal, mais t'as pas le choix. Et les autres vont jouer aussi avec. Donc maintenant, c'est ce que quand je dis que c'est un truc de perdant, je caricature un peu, mais celui qui va gagner en général ne se concentre pas sur le problème, mais sur la solution. C'est-à-dire qu'avec le peu même si t'as pas beaucoup de moyens techniques à ta disposition, comment dans mon jeu je peux sortir le meilleur de ce que j'ai dans ces conditions-là. Donc peut-être ça baisse ton niveau, c'est sûr, mais ça baisse aussi le niveau du mec en face. Lui, il a trouvé des adaptations. Donc essayer de se concentrer plus sur ce que je peux mettre en place que sur le problème, ça permet de limiter. Derrière, les autres aussi, se sont retrouvés en galère, et finalement, il finit après en gagnant un match sur deux, enfin quelque chose qui était plus conforme à son niveau, et en tout cas en subissant moins. Ouais, mais là, on parle des tournois amateurs, tout ça, et des gens, souvent, ils y vont pour prendre du plaisir. Ils y vont pas pour tu y vas aussi pour performer, faire les perfs, mais tu y vas pour prendre du plaisir. Et à quel moment tu prends du plaisir quand tu peux pas mettre ton jeu en place? Pourquoi tu t'entraînes toute la semaine, toute l'année pour apprendre des gestes, et au final, tu arrives en compétition et tu peux pas mettre ces gestes en place parce qu'il y a la condensation. Donc, ok, peut-être tu vas gagner des matchs parce que tu portes la balle, tu t'arrives à t'en sortir, mais il est où le plaisir là-dedans? Tu payes pour t'inscrire à des tournois, pour essayer de prendre, tu prends tes week-ends et tout pendant l'été, et tu dis bah ok j'ai gagné, mais j'ai pris zéro plaisir. Donc tu ressors quand t'as gagné. Donc si tu ressors, t'as perdu de l'argent parce que ça coûte de l'argent. Tu prends zéro plaisir et t'as perdu des points, t'as perdu de l'argent, t'as perdu ton week-end. Et puis je te raconte Et C'est bien ce que je dis, c'est un problème de perdant. Et donc si tu gagnes, ouais super. Ouais, parce que le 18 Non, mais bon, qui a tu prends aucun plaisir. perfait le 400, Tu prends demande-lui aucun s'il a pris du plaisir. Je pense qu'il si, était il pas a mal. aucun plaisir. Tu prends aucun plaisir. Ça, C'est il y a là, tous les les gens Je te amateurs. raconte pas la frustration quand t'es genre à 13-12 à la belle pour toi, que t'as la balle de match et puis tu fais allez, là je fais un top et c'est fini, puis la balle elle tombe par terre. Et voilà, en fait un match que t'aurais pu gagner, tu perds sur un fait de jeu lié à la condensation. Sur une mauvaise décision de ta part, parce que ça fait déjà 5-7 C'est c'est la vrai. condensation, Non, et que tu t'évertues à faire des top spins alors que ça condense à mort. Il y a C'est un une peu de mauvaise vérité. décision de ta part parce que ça fait 20 ans que tu veux faire un top speed sur la balle au lieu de frapper à plat. Voilà. Il y a un fond de vérité dans ce que tu dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais c'est hyper frustrant. Oui, mais c'est marrant parce que les gens qui se plaignent de ça retournent dans les tournois tous les ans et se plaignent tous les ans de ça, mais ils mettent pas de solution en face. Donc au bout d'un moment, si tu sais que ça va te La condenser, vérité, c'est que j'ai fait un tournoi, ça fait genre 10 ans que mon frère n'avait pas fait de tournoi. Moi aussi, j'en avais pas fait depuis très longtemps, à part Oui, t'es pas inapte. un en hiver. Et en fait, j'avais oublié. Et là, ça me l'a rappelé. Ah bah voilà. Donc, là, T'es je- vacciné je te dis, pendant je suis 10 ans, vacciné. Je comprends. Franchement, ouais, je fais non mais là du le coup je tournoi, comprends très bien. Voilà. Alors, on peut se poser aussi la question des gymnases. Finalement, est-ce que nos gymnases, qui sont des salles omnisports en général, sont-elles adaptées finalement à notre pratique du tennis de table dans cette période de haute chaleur? Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans la mesure du possible, avoir des gymnases climatisés ou en tout cas des salles aussi Ventilées, spécialisées oui, ou ventilées? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un joueur, il m'a dit le tournoi de la tronche, ils ont mis 3 heures, 4 heures avant d'ouvrir les portes un peu pour aérer, quoi. Ça déjà, ça doit être, tu dois aérer toute la nuit. Puis arrêter de te faire peut-être des constructions sous le sol, je pense que ça, l'humidité, pareil à la tronche. Mais Oui, les tournoi- gymnases sont pas adaptés pour. Tournoi national à la tronche, effectivement, qui se fait à cette période-là. Et c'est un gymnase qui est un peu en terre, en fait, et dans lequel il fait très chaud. Il faudrait faire du benchmarking, voir ce qui se fait dans d'autres pays. Donc on a parlé tout à l'heure des pays asiatiques où à mon avis ils n'ont pas la problématique parce que sinon ils n'auraient pas autant de licenciés qui prennent du plaisir à jouer. Il y a eu un truc aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu des salles climatisées tout le temps.
Et les plaques chinoises aussi sont C'est ça. différentes, elles sont très collantes, elles sont très dures. Ils avaient une technique où ils arrivaient beaucoup plus à plat dans la balle pour venir la choquer. Il y a des techniques, c'est pour ça que je te dis que l'adaptation, elle vient aussi quelque part de là. Les qualités de balles sont différentes. Maintenant, moins à très haut niveau, mais la qualité de balle entre les pays asiatiques et les pays européens, il ne serait-ce qu'il y a 15 ans, c'était très différent. Il y avait un style de jeu différent, peut-être lié à l'évolution historique, des conditions, ça peut rentrer là-dedans. Eux, c'est toute l'année comme ça. Nous, tu vas pas t'adapter, tu vas pas faire ton entraînement toute l'année pour un mois de condensation dans l'année. C'est vrai qu'on est concerné que Bon, en vrai, sur le c'est dernier ça. mois de. C'est pour ça que je disais au début, est-ce que on n'est pas un sport d'hiver et de printemps, tu vois? Est-ce qu'à un moment, faut pas arrêter ou sinon on va jouer dehors? Qu'est-ce qu'on fout aux JO d'été? Alors, bonne question finalement, aux réflexions de Cyril, c'est est-ce qu'on peut imaginer de mettre les tables à l'extérieur finalement? Oh non, pitié. Tu te rappelles le Covid? C'est pas possible. Oh, l'horreur que c'était. Il fallait qu'on joue en plein air et tout, laisse tomber. Quand Non, la balle est trop légère avec le courant d'air, Ça marche pas. Mais Ça, c'est un truc, en tant que prof de sport, t'as dû le faire. Ah bah nous, c'était la seule activité qu'on pouvait faire à l'extérieur. On avait un préau, on jouait déjà en pente, histoire. Avec des élèves de 11 à 14 ans, du coup, qui sont pas tous très dégourdis parce qu'en pleine croissance, déjà qu'ils avaient du mal à taper dans la balle, hop, le vent la souffle. Quand ils sont bien dessus, c'est la pente. Donc c'était un grand moment de partage. Ah, puis t'imagines Julien qui se plaint suffisamment de l'humidité, si en plus tu lui mets du vent. Non, mais Alors là, c'est ouais, franchement, le Covid, j'étais en PLS. Hein. À mon avis, à la tronche, ils voulaient pas ouvrir les portes pour pas avoir de courant d'air aussi. Ouais, C'est comme ça, gênant qu'on se voit. Mais c'est surtout qu'il faut qu'ils aient du monde qui puisse ouvrir la nuit. Si tu ouvres Ah oui, non, gymnase la en nuit, pleine ville la nuit. C'était bénévole pour y aller la nuit et tenir les portes ouvertes. Non, je garde le gymnase. Il y a certains tournois maintenant, tu peux dormir dans le gymnase la nuit. J'ai vu Oui, sur depuis certaines vidéos. Comme ça, Depuis ça augmente longtemps, la condensation. Ok, maintenant on va se concentrer sur les tournois de fin de saison, si vous êtes pour ou contre, si c'est un challenge intéressant, est-ce que c'est un moyen de bien finir la saison ou de préparer la saison d'après. Et on va tout de suite faire un top sur top avec une question clivante. Jouer les tournois en fin de saison est-il un plaisir ou un Évidemment. calvaire? Nos deux protagonistes ont déjà été sélectionnés. Il s'agit d'Anto qui est plutôt contre et Quentin qui est pour. Quelle couleur vous choisissez entre le bleu et le rouge pour savoir qui va commencer? Je vais prendre le bleu. Le bleu, ok. Eh ben c'est rouge, ça sera Anto. Je vais laisser la main à Quentin. Ok, S'il le faut. Tactique. très bien. Ah, les tournois, c'est génial. En plus, on manque de compétition individuelle. On fait plus de par équipe. Donc, ça donne l'occasion de jouer davantage. On peut faire plusieurs tableaux. Donc, c'est vraiment un plus dans une saison de pouvoir faire des tournois. Ouais, les tournois, c'est cool. En septembre, octobre, novembre, mais pas en été, quoi. En été, c'est bon, c'est fini. T'as fini les par équipe. Les conditions de jeu, il fait 50 degrés dans la salle, stop. C'est quand même un moment de détente, un moment de plaisir. On vient avec ses copains. S'il fait beau, il y a la buvette. S'il y a 3 heures après les poules, on peut discuter, débriefer la perf. C'est une belle journée, quoi qu'il arrive. Ouais, bah, si tu veux faire des journées avec tes copains, tu organises des barbecues d'été, des apéros, des tournois non homologués, tu prends une table chez toi et voilà, tu feras ton après avec tes copains. Ah, mais non, les tournois homologués, c'est bien parce que t'as une pression qui est plus faible. Donc, tu peux mettre en place davantage de choses, prendre du plaisir, essayer d'aller chercher des perfs. Ça vaut le coup de jouer. Bah, tu mets en place pas grand chose parce que du coup, avec la condensation, tu peux pas mettre en place ton jeu. Donc, du coup, tu prends pas de plaisir, tu mets rien en place. Tu fais juste pour l'ambiance, mais l'ambiance, tu invites des potes chez toi. Attends, mais on est d'accord, les tournois c'est une inscription, donc tu choisis les conditions, tu choisis l'endroit où tu vas, donc c'est toi qui choisis de t'engager à un endroit où tu sais que tu peux performer. Ouais, mais maintenant, malheureusement, pour s'inscrire à des tournois, il faut le faire quasiment un mois à l'avance, parce que c'est pris d'assaut maintenant les inscriptions. Donc tu dois t'inscrire un mois à l'avance, donc tu vas savoir la météo un mois à l'avance pour. Tu prévois pas. C'est la fin de notre top sur top. Julien, Cyril, peut-être une évaluation, un camp? Ils ont été franchement balèzes tous les deux. Moi, je dis match nul. Cyril? Mouillé. De base, je suis plus du côté Anto. Moi, j'ai deux arguments, un pour, un contre, qui me sont venus quand je les ai écoutés, mais dans les contres, et ça va parler à tout le monde, et moi, je l'ai vécu, parce que voilà, les tournois, je les fuyais un peu à l'époque, ça finit à 4h du matin parfois. C'est-à-dire tu disais qu'il y a beaucoup d'inscriptions, c'est pris d'assaut. Il y a ce côté-là où, en tant que joueur, on joue pas pendant 3 heures, et puis on joue 4 matchs d'affilée, et puis d'un seul coup, on te dit, bah, il se passe plus rien, tu regardes l'heure, c'est 19h, tu rejoues à 2h du matin. Et puis de l'autre côté, il y a le côté quand même, où aussi j'en ai profité un peu, c'est qu'on gagne des lots. Contrairement aux autres compétitions, c'est que là, d'un seul coup, le côté financier, il est bien pour le joueur, puis pour les clubs surtout.
c'est que c'est les clubs qui organisent ça, c'est surtout pour ramener un peu d'argent dans les caisses. Donc c'est peut-être ce qui maintenant que je suis adulte me ferait plus comprendre l'organisation des tournois. C'est vrai. Juste sur le côté, ça finit à 4h du matin, il y a eu énormément de progrès de fait ces derniers temps. Le tournoi de Benin où j'étais ce week-end était hyper bien organisé. Les 2 jours, ça s'est fini à 21h30 et tout le monde peut rentrer chez soi à des horaires raisonnables. Le tournoi de Clermont, je crois que c'est une référence mondiale en la matière, hyper bien organisée. L'Open des volcans. L'Open des volcans, voilà. Et en fait, je pense qu'il y a plein de clubs qui s'inspirent de ça. Et donc les tournois où effectivement, enfin moi j'en ai encore connu il y a quelques temps où à 2h du matin ils n'ont pas lancé les 16e. Je crois que c'est des histoires anciennes. C'est là où tu vois que je suis un ancien joueur. Non mais ça existe encore. Parce que tu cherchais le camarade à la buvette et donc tu perdais un quart d'heure avant de lancer ton match. Là, tu cites l'Open des volcans, tu reçois par SMS ta table où tu dois te rendre pour jouer. C'est quand même un gain d'efficacité. Bravo pour leurs efforts. En tout cas, ils ont réduit effectivement le nombre d'inscrits sur des tableaux, sur certains tournois. Et c'est comme ça qu'ils ont optimisé en fait l'organisation de ces tournois. Informatiser l'organisation et ça, c'est une vraie plus. Il y a un benchmark qui se fait de tournoi à tournoi et effectivement, comme tu le citais, quand à Clermont où tu reçois par SMS le numéro de ta table, le joueur contre qui tu vas jouer, effectivement, tu te dis il y a un truc à faire. Et c'est vrai que sur les catégories où tu as beaucoup de monde, sur un tournoi régional, des joueurs qui ont 1500 points, tu en as beaucoup plus que des numérotés par exemple. Donc, tu sais que tu n'auras pas 80 numérotés qui vont venir, alors que tu peux avoir 80 joueurs à 1500 points. Et c'est ça aussi, ouais. Si limite, je pense que c'est une bonne idée pour les joueurs. Les clubs doivent dire bon, on gagne un petit peu moins de sous, mais au final, ils s'y retrouvent. Je pense, et il ne faut pas les oublier, s'il y a une amélioration des conditions, c'est aussi grâce au JA. Et je pense qu'ils ont progressé sur leur formation et sur leur gestion des tournois. Et merci à eux d'être là pour qu'on puisse faire toutes nos compétitions à chaque fois, c'est un plaisir. Il est bon Quentin, je l'aime bien. On revient quand même sur cette période de mai-juin qui est la fin de saison officielle, on va dire, parce qu'effectivement il y a des tournois pendant l'été qui ne sont pas homologués, c'est l'intersaison évidemment. Donc on est dans une période où il n'y a plus de critérium, il n'y a plus de match par équipe où exceptionnellement les professionnels ou les titres, les barrages, etc. Néanmoins, vous, est-ce que c'est une période où c'est l'occasion pour vous de traverser la France et d'aller faire un tournoi à l'autre bout de la France, d'une certaine manière? Ça dépend de qui tu y vas. Donc et du nombre de tableaux que tu as. Oui, c'est une aventure collective. Et effectivement, quand on est numéroté, on n'y va que pour 1 ou 2 tableaux, peut-être. C'est ça aussi. Moi, depuis que je suis numéroté et que j'ai perdu mon partenaire fétiche de tournoi, je sors beaucoup moins souvent en tournoi. C'est vrai que c'était le côté... t'as le côté social, mais c'est vrai que quand tu es non numéroté, que tu peux faire 3 tableaux... C'est 4 dans certains tournois, c'est une régalade. T'enchaînes les matchs, t'adores le ping-pong, tu viens pour ça. Si en plus tu ricanes avec tes camarades toute la journée, c'est top, quoi. Après, tu as des tournois, quand tu fais beaucoup de kilomètres, c'est pour aller faire des gros tournois en général. Donc les tournois nationaux, tu te retrouves avec des tableaux qui sont aussi jusqu'à 300, enfin jusqu'à numéro 300, jusqu'à numéro 100, enfin ou toute catégorie au-dessus. Donc c'est stimulant. Il y a un effort qui a été fait là-dessus. Je trouve le découpage beaucoup plus de tableaux qu'avant. T'as pas juste numéro et toute catégorie, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les tournois où tu fais des bornes, au-delà d'y aller avec des copains, c'est de rencontrer des joueurs que tu ne connais pas, parce que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes motivés. C'est sympa, mais il y a un moment, tu as fait le tour. Et là, moi, je suis allé faire des tournois à Reims, à Limoges et à Marseille. Enfin, c'était il y a quelques années. Alors bon, c'est un déplacement, mais qu'est-ce que c'est super de pouvoir découvrir des styles de jeu complètement inconnus. Après, c'est à double tranchant aussi. Alors, moi, je l'ai fait aussi le tournoi de Marseille. J'ai fait une contre à moins 900 points. Mais 900 points. Est-ce que ça 2000 qui perd un 11. Maxime 16. Est-ce que ça veut dire que les niveaux de classement en France sont pas toujours très homogènes? C'est ça que ça veut dire? Ah non, c'est qu'il était très bon ce jour-là. Comment c'est possible? J'étais au fond du gouffre et lui certainement au top. Et il jouait à domicile quelque part? C'était un local? Il était sudiste, ça peut peut-être aider. Tu te tapes des bornes, tu fais de la voiture. C'est peut-être handicapant. J'étais au fond de la confiance, enchaînement de défaites, perte de classement et le bras qui tremble, un joueur qui joue en balle haute, tu prends un peu de haut parce que balle haute 11, il n'y a aucun risque et puis tu commences à frapper dehors, tu frappes dessus, il la ramène, un petit piège dans le dos forcément. C'est vrai que c'est ça aussi le charme des tournois, c'est les grosses pertes.
J'ai Oui. des souvenirs quand Et j'étais il y a gamin. toute la salle, on est à Marseille, c'est un sudiste, tu joues à un numéro d'une autre région. Ils étaient tous là à pousser, belle ambiance. Si on compare les tournois de cette période-là, mai-juin, au tournoi de la saison, du cœur de la saison, on va dire, est-ce qu'il y a une différence de niveau pour ceux qui vont dans ces tournois-là? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a plus de joueurs en mai-juin parce que justement le calendrier est allégé? Est-ce que le niveau est plus élevé sur mai-juin que sur les autres tournois? Pour moi, c'est tout le temps les mêmes. Moi, je vois les listes un peu d'inscrits, là, Ouais. à Tronche, à Montluçon. C'est tout le temps les mêmes joueurs qui Ok. font, en fait. Et sur les gros joueurs, pourquoi les gens se déplacent? Là, à Montluçon, il y a un tableau, plus de 2000 points. C'est la, C'est la dotation. C'est la dotation aussi qui fait venir les gros Mmh. joueurs, il n'y a pas de secret. Mmh. Et les joueurs classés entre 12 et 17, c'est tout le temps les mêmes. C'est les La mêmes. différence, c'est que les tournois, c'est beaucoup un exercice pour les jeunes au dents longues. Et en début de saison, en général, ils ont beaucoup moins de points qu'en fin de saison. Et moi, je sais que, moi, ça me freinait à un moment, et je sais que ça freine des amis, de faire les tournois en début de saison parce que tu te dis, tu vas te faire fracasser la tête par des gamins qui sont justement classés 11-12 et qui jouent 15-16. Alors qu'en fin de C'était saison- un adulte, je tiens à le Alors qu'en fin de saison, t'as moins ce risque. Là, tu vois, je me suis fait défoncer par un gamin, un minime. Ça se fait un peu mal au cul quand t'es vétéran. Un ou deux? Un minime 2. Ah, Minime ouais, ça va, ça va. L'honneur Mais- est sauf. Mais bon, le gamin, voilà, il était classé Mmh. 17. Il avait pris je sais pas combien de points dans la saison et je l'aurais joué le même. Il était peut-être un tout petit peu moins fort en début de saison, mais j'aurais pris beaucoup plus de points dans la gueule. Je pense, enfin, le classement peut-être, mais le truc, c'est qu'en début de saison, ces jeunes-là, ils se sont entraînés pendant 2 mois. Ouais, C'est possible C'est-à-dire que aussi. quand ouais. t'arrives en septembre, toi, c'est ta reprise, t'as un entraînement, tu dis, je veux faire un tournoi pour prendre un peu de rythme. Tu débarques et tu joues à un jeune qui est 17 et qui s'est entraîné pendant 2 mois et qui, lui, dans une phase, il arrive, il joue déjà 200 points de plus. Donc c'est pour ça que souvent, à la première journée de championnat, il y a des jeunes minimes cadets qui arrivent avec presque 100 points ou 200 points d'écart par rapport à leur classement. Mais ce côté jouer moi, je l'ai fait quand j'étais jeune, je crois que c'est là où j'ai fait le plus de tournois. Adulte, j'en faisais plus du tout. Quand j'étais jeune, j'adorais, c'est là où j'ai fait mes premières grosses perfs. Tu vas pour ça, on te dit, bah là, il y a des points à aller prendre. Et c'est là où j'ai joué aussi quasiment les mecs les plus forts de ma vie. Donc pour vous, est-ce que c'est une opportunité ou un danger de faire ces tournois à cette période-là? C'est une opportunité, mais pour une autre raison. C'est-à-dire, moi, je voudrais quand même qu'on se rappelle qu'on est là pour le plaisir du jeu. Et là, tous ceux qui sont sur l'appli Premium à checker leurs points à chaque fois qu'ils font un match, on s'en fout des points en fait. Si ton niveau de jeu il est là, les points ils vont suivre. Donc, quand tu t'engages sur un tournoi en début de saison, bah, c'est pour préparer ta saison, pour être bon avec ton club, pour être bon sur tes objectifs individuels. Ah, tu te fais coffrer par un petit jeune, bah, c'est peut-être qu'il jouait mieux que toi, et tu as aussi le droit de le battre et d'arrêter de te plaindre. Coffret. Ouais, t'as raison. Anto. Ouais, non mais déjà, pourquoi il y a plus de tournois aussi l'été? Parce que le calendrier aussi, il n'y a pas beaucoup de tournois septembre-octobre aussi. Mhm. Donc tu peux pas trop faire de tournois aussi en début Pas de beaucoup saison. de tête. Et après, sur plus ou moins risqué, pour moi, c'est les conditions de jeu. Mais sinon, si tu joues 22 et le gamin il joue 20, bah, normalement tu dois gagner. Alors, si ceux qui ne font pas beaucoup de tournois en mai-juin ont envie de jouer, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait allonger la saison officielle de la FFTT, c'est-à-dire les critériums, les matchs par équipe, et est-ce qu'il faudrait trouver quelque chose qui fasse que finalement ce calendrier-là devrait s'allonger jusqu'à la fin juin pour vous? Bah, déjà, ça va être changé là, pour l'année prochaine, phase 1. La phase Oui. 1 va s'arrêter fin janvier, je crois. Tout à Et fait. elle commence le week-end d'avant, non? Aussi, en septembre. Et je pense que la phase 2 va être un peu plus Ok. allongée aussi. Donc, D'accord. Et peut-être au détriment des tournois, du coup, et des clubs bah, au aussi final, non, ou- parce que du coup, Non. si la phase 1 est plus allongée, ça veut dire Mhm. qu'il y aura peut-être plus de week-ends dispo Ok. et peut-être plus de week-ends pour mettre les tournois en début d'année avec des meilleures conditions de Ah, jeu. ça, c'est bien, ça. Parce que là, Peut-être, entre le 20 septembre et le 10 décembre, il y avait Ah bah là, que c'est- le week-end des vacances Ouais. de la Toussaint Tout à fait. où il y avait un tournoi qui pouvait se poser, parce que C'est sinon ça. c'était Ouais, absolument c'est tout rempli. C'est la guerre. Même si je suis pas un grand fan des tournois, je pense Mm. que c'est quand même un exercice très important pour notre sport, qu'il en faut pour tous les goûts. Mm. Et c'est quand même, Quand même. c'est quand même l'endroit où tu vois peut-être le meilleur du ping-pong, tu vois, les Mm. grosses perfs, la super ambiance quand t'es à Marseille avec toute la salle qui est contre toi, même si parce que t'es lyonnais, tout ça. Tu vois aussi le pire, hein, parce que on parlait l'autre fois des tournois où des fois, bon, ça gueule un peu trop, tout ça, c'est des conditions de jeu pourries et tout ça. Mais c'est quand même, voilà, le lieu des extrêmes. C'est la base. On a parlé dans une émission précédente des formats de compétition par équipe, où finalement on met beaucoup plus l'accent sur le par équipe que sur le côté individuel. Mais si on commence à mettre des gros tournois individuels en cours de C'est saison, vrai. avec des grosses dotations, ça peut changer aussi un peu le modèle et remettre le côté individuel beaucoup plus en jeu, en plus du critérium fédéral. Et ce qui est bien dans les tournois été ou hiver, c'est que ça te permet aussi de jouer des joueuses aussi. Parce que là, par exemple, il y a Pauline Chasselin, je sais qu'il y avait Thomas Courchet qui avait joué
À Clermont, sur Lucie Gauthier, c'est les filles qui jouent en Pro B N1 contre filles, qui font les indives avec les filles, les par équipes avec les filles. Et le tournoi apporte ça aussi, ce côté mixte. Il y a plus de C'est mélange. que sur les points, il y a un tableau féminin, mais après, ils sont obligés de faire aussi d'autres tableaux. Alors, on est fin juin bientôt. On estime qu'on est donc à la fin de saison, comme la plupart des sports évidemment. Comment vous gérez, vous, l'intersaison? Est-ce que vous posez la raquette? Et si oui, combien de temps? Ou sinon, comment ça se passe? Moi, j'ai une expérience à donner, parce que je crois que l'intersaison, c'est le meilleur moment pour tester des choses, tester du matos notamment, ou une évolution de jeu. Je sais qu'il y a des gens qui sont passés à la défense, et à mon avis, c'est plutôt à ce moment-là qu'ils ont essayé d'adopter un changement de style. Moi, je suis passé au soft, parce que je me suis dit, c'est un truc pour moi, par rapport à mon style de jeu, qui pourrait vraiment apporter. Donc, Et durant un été, tu avais voilà, décidé à un je l'ai moment pas fait en donné. grande saison, parce que D'accord. je veux pas flinguer mon équipe. Je l'ai fait, et donc, tu vois, tu as 2 mois, en gros, pour tester, et puis effectivement faire des petits tournois pour voir ce que ça donne en match, en condition de match. Donc, des tournois non homologués, hein, évidemment. Donc je pense que c'est vraiment un moment clé, notamment pour les joueurs qui sont en transition vers quelque chose. Je voudrais rebondir sur la notion de soft. Vous avez été nombreux à nous faire des remarques sur le fait qu'il y avait un soft posé sur la table sur les émissions 3 et 4. On s'en excuse à tous les amoureux des backside et on vous rappelle quand même d'être tolérant envers toutes les personnes qui sont obligées d'avoir un jeu dégueulasse pour arriver à être performants. Le message est passé. Sur cette intersaison, là, comment ça se gère pour vous? Enfin, j'ai entraîné Quentin pendant un moment. On s'est lancé là-dedans sur un été, sur un travail technique, sur Un vrai travail, en Ah, fait. C'est le hein. moment de changer les choses. C'est-à-dire que Quentin est venu me voir en me disant, écoute, sur mon coup droit, j'ai eu souci à rentrer fort, à quoi c'est dû, etc. Donc techniquement, il y avait des choses à remettre en place. Et je lui ai dit, bah, on peut le faire, mais on était, je pense, au mois de février, mars. Je lui ai dit, on peut pas le faire avant le mois de mai. On laisse finir la saison. Par contre, t'en as pour vraiment 3 mois pour vraiment t'approprier le geste. Et, 3 ans. Et ça fait. Mais c'est-à-dire que c'était le minimum. C'est-à-dire que se dire que tu as C'est fini, là juin, juillet et septembre, là, en mettant la coupure du mois d'août où il y a des vacances et il y a un peu moins de monde. Mais c'est minimum ça. Et tu as joué quasiment 4 mois pour pouvoir maîtriser ce que tu faisais, quoi. Ouais, c'est pour ça. Après, souvent, là, on parle de gens motivés et tout. Souvent, t'as pas accès aux salles. Il y a quand même très peu de salles aussi Ouais, ouvertes. Faut avoir, voilà, il y a Nous, on des avait les contraintes clés. aussi. T'as les clés de la salle SP ou les clés de la salle. Mais il y a quand même beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, qui n'ont pas accès à la salle ou qui sont pas ça. Ensuite, Et ils font comment alors ces ils gens-là, tu ne penses? s'entraînent pas, mais ils peuvent pas s'entraîner. Et il y a beaucoup de gens aussi niveau amateur qui disent aussi c'est la période de coupure, on pose. Il y en a qui disent à 14 week-ends dans l'année, ça fait beaucoup. Ils posent la raquette et ils reprendront, peut-être si leur club fait un stage un peu de reprise, ils peuvent s'inscrire. Mais je pense que la majorité des gens, moi compris, Tu t'arrêtes au mois de mai, tu reprends au mois de septembre. Il y a beaucoup 2 mois, de ça. j'arrête. Et moi j'ai une question pour les bons joueurs comme vous, enfin de niveau national, hein, je suis le cran du dessous. Est-ce que vous travaillez le physique? Est-ce que pendant l'été, vu qu'on a moins accès aux salles, est-ce que genre vous faites corde à sauter, footing et tout ça comme les pros ou moi, pas? je vais- Parce que je pense que ça fait une diff. Hein, ça. Je vais même rajouter, tu parles de joueurs de bon niveau, mais même les joueurs départementaux. L'été, en fait, alors tu as le côté spécifique, faut connaître un peu le physique comme tu l'entends, mais je veux dire, l'été, tu joues pas au ping-pong, ils vont jouer au tennis, ils vont courir, ils font du vélo, enfin, tu fais d'autres activités, t'arrêtes le ping, mais je pense que c'est la chose la plus facile à travailler quand t'as pas accès à une salle, même sans savoir, sans connaître le physique particulièrement. Mais aller travailler ça, c'est l'été, tu vas faire du vélo avec tes enfants ou tout seul, tu fais une sortie, tu vas nager 2-3 fois parce que tu as la piscine à côté ou tu es à la mer. Ouais, mais il faut, pour moi, il faut. Et quel que soit le niveau. Je voudrais citer l'exemple de quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Frédéric et qui présente une émission qui s'appelle le Monkey Talk Show. J'adore ce qu'il fait, j'ai tous ses albums. On voit pas, on dirait pas comme ça, mais il bosse le physique comme un taré, en plus du ping-pong. Et les gens ne le savent pas, mais tu as une trajectoire de progression à plus de 50 balais qui est assez impressionnante. Une et progression de minime. Non, mais qui est quand même carrément due à ce travail physique. Ouais, et c'est c'est pour ça, là où je veux en venir, c'est que c'est aussi l'été où on a moins accès aux salles, où on est peut-être moins motivé, il y a moins de camarades de relance à l'entraînement. Et ben, quand tu es vraiment motivé, que tu veux progresser, tu fais ce Mais il le fait déjà toute l'année. Oui, bien En sûr. fait, c'est ça. Mais je continue. Si tu le fais pas pendant le septembre à mai, normalement, tu vas pas te dire, vas-y, je vais le faire l'été. Mais bon, si Alors, tu fais rien, je pense. c'est toujours. Si tu veux, si tu réfléchis à une planification, il y a des choses que tu fais l'été et tu vas pas faire les mêmes choses pendant la saison. Donc, c'est. Alors, c'est la important. question. Donc, c'est la question. Pour répondre à ta question, moi, du fait de mon métier et de mon appétence pour le sport, forcément, j'ai toujours fait du physique
à partir de mes 14-15 ans. Mais là, cette année, je m'y suis remis particulièrement en prenant les conseils d'un préparateur physique pour justement avoir une planification plus adaptée. Et il n'y a pas d'âge, c'est un facteur de performance déterminant, un des facteurs qui sont multiples, et c'est ça qui est génial dans notre sport. Et pour préserver les blessures. Et pour préserver les blessures. Et d'ailleurs, une grande partie de la planification physique que j'ai pendant l'été, c'est la construction des routines pour protéger durant toute la saison, en plus d'avoir un renforcement musculaire adapté. Et tu peux donner des exemples de ce que tu fais pendant... Excuse-moi. Pardon. Carton jaune. C'est Ah, moi ça l'animateur. commence, C'est moi l'animateur, c'est pas Julien évidemment. Ouais, mais j'ai tellement envie de Il est savoir. exclu, il parle encore, c'est bientôt le rouge. Il est exclu une minute de cette conversation qui était tout à fait passionnante, qui a été coupée malheureusement. Mais on continue, Quentin. Oui, alors je reprends la question de Julien évidemment qui est pertinente. Est-ce qu'il faut faire du foncier par exemple en été? Est-ce que tu prépares la saison qui vient ou tu prépares la rentrée en fait? Comment ça s'articule? Alors moi, j'avais toujours l'image de faut avoir la caisse et faire du foncier l'été pour arriver à être performant et à encaisser un peu quand on va se mettre des gros chats. Et en fait, je me suis rendu compte que le foncier, c'était pas ce qui était adapté à notre sport, qui est hyper explosif. Et au final, je fais le renforcement nécessaire pour travailler l'explosivité à fond pendant la saison, sur certaines périodes, avec des cycles prévus en alternant 6 semaines de travail, 2 semaines de récup à peu près, des choses comme ça. Oui, parce que si je fais l'analogie avec le foot, bien souvent on dit oui, il y a des équipes qui travaillent énormément le foncier pour être au top au mois de mars de la saison d'après. C'est médical, là, c'est des routines médicales, de se remettre en route, de préserver, et quasiment tous les échauffements dans les sports de haut niveau maintenant sont des exercices de renforcement musculaire pour préserver les articulations les plus sollicitées. D'accord. Donc en fait, l'été, ça permet vraiment d'être un peu plus approfondi sur ces moments-là, pendant la saison, d'être juste sur l'échauffement pour l'activité, mais c'est du vrai renforcement articulaire. Ça n'empêche pas de faire du foncier, parce qu'il en faut, il dit qu'il en fait pas, mais il y a un niveau minimum quand même pour pouvoir encaisser les entraînements dans la J'ai semaine. dit que c'était pas le plus utile, Oui, mais je le fais. mais il y en a évidemment. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment de varier des activités. C'est-à-dire que pendant l'été, n'hésitez pas à faire d'autres choses que le tennis de table. C'est vrai que c'est bien de renforcer les articulations principales, mais quand on est en départemental, quand on est dans des petits clubs et qu'on joue 2-3 fois, même 2 fois dans la semaine, c'est déjà beaucoup. En fait, il suffit déjà d'être un peu aguerri à toutes sortes de sports, et puis après, on fait le transfert assez facilement. Julien, tu reviens dans la danse. Ouais. Je voulais aussi dire que c'est aussi l'occasion de rajouter un peu de ludique dans la manière de travailler ping-pong avec du ping alternatif, tu vois, comment ça s'appelle, Ultimate? Ouais, Là, l'Ultimate Ping. Ça te fait travailler le top sur top ou d'autres, enfin, d'une manière différente. Tu peux. Oui, puis tous les jeux de fin de saison, quand on est entraîneur avec les jeunes, moi je le fais avec des groupes d'adultes aussi quand j'entraînais, de jouer avec, de leur faire découvrir les picots, les softs, de jouer avec les raquettes en sandpaper, les hardbats, enfin là, tous ces styles-là où ça permet de découvrir, de jouer la raquette de son voisin, déjà tout bêtement. Faites-le, moi je le recommande, si vous êtes à l'entraînement, testez la raquette de votre pote. Des fois vous pensez pas que c'est aussi différent, alors que bon, c'est peut-être de ball side aussi, mais plus lent, plus rapide. C'est ces moments-là qui sont plus rigolos. C'est vrai. Et le barbecue, évidemment. Évidemment, parce qu'il fait chaud. Les stages, vous en pensez quoi durant l'été? Est-ce que vous considérez qu'il y en a suffisamment? Est-ce que c'est souvent des stages qui sont pour les jeunes et pas tellement pour les adultes, parce qu'on est plutôt dans la multi-activité? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Les stages, pour moi, c'est essentiel quand on est jeune. Ça permet aussi c'est un stage club, mais les stages aussi comités, les stages régionaux, permettent de se regrouper aussi, de créer une dynamique et tout, régionale, départementale. Et c'est essentiel parce qu'il y a des joueurs qui sont dans des clubs où ils n'ont pas accès à leur salle. Et même des jeunes et même des adultes, il faut faire plus souvent de stages. Et je pense qu'il faut les proposer surtout dans les clubs où il n'y a pas d'entraîneur. C'est-à-dire que c'est aussi sur ces stages-là, je pense que le ping se développe, il en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de clubs qui sont dans des salles où ils n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'entraîneurs, ils se débrouillent un peu comme ils peuvent. Et aller faire des stages dans des clubs un peu plus loin, un peu plus huppés avec un entraîneur, c'est aussi là où ils vont ramener dans leur club les contenus. Et sur la technique, sur le physique. Donc des fois, des stages, on en imagine toujours 2, 3, 4, 5 jours ou une semaine. Et finalement, des fois, faire un stage d'une journée, il y a des stages que moi je l'ai fait sur un samedi, on dit que ça appelle ça un stage, on m'a fait 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Et des gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont en départemental, sont hyper heureux d'apprendre des nouveaux trucs et de se dire, tiens, maintenant je sais que ça, je peux le bosser, je peux le diluer sur une dizaine d'entraînements et je suis tranquille jusqu'aux prochaines vacances. Et ils refont un stage et ensuite ils redilueront ce qu'ils ont appris. C'est bien que tu parles du format du stage parce que moi j'allais revenir sur l'expérience que j'avais sur les stages de 4-5 jours où j'ai toujours trouvé ça super. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que
bah, j'étais un des seuls adultes. Et c'est vrai que j'étais oui. peut-être pas le public visé. Donc, c'est ces stages à la journée, à la demi-journée ou sur 2 jours où on peut aller ailleurs et acquérir des nouvelles compétences sur lesquelles on va travailler toute l'année. C'est vrai que c'est peut-être le format le plus adapté pour le public adulte. Julien, un dernier Là, mot. c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement l'offre pour les adultes, quand tu es père de famille, que tu n'as que 5 semaines de congés payés, c'est compliqué de entre guillemets cramer une semaine de congés payés pour faire un stage C'est ça. avec beaucoup de gamins en plus. Donc ces formats-là, effectivement, mériteraient d'être développés. Ouais. Qu'une journée, c'est tout de suite plus abordable. Très bien, merci beaucoup pour ces débats enflammés. On va passer tout de suite au brainstorming. Quelques suggestions provocantes, vous êtes simplement pour ou contre, on va assez vite. Alors vous avez abordé déjà un petit peu les sujets que je voulais aborder dans le cadre du brainstorming, mais c'est pas grave, parce que certains n'ont pas eu la parole non plus. Proposer des compétitions homologuées durant l'été, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, il n'y a plus d'intersaison et on est en flux continu. Ce serait génial. Donc plutôt pour. Plutôt pour. Ouais. Plutôt contre, parce que déjà on manque d'arbitres et de juges arbitres pendant l'été. Enfin, c'est un temps. Ouais, mais je pense que des endroits où tu vas en vacances, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont. Ah oui, ça c'est bien ça. Oui, mais les endroits touristiques, tu sais que tu as des joueurs potentiels qui peuvent être dans le coin. Et oui. moi, je trouverais intéressant qu'on ait une saison continue, en fait. Alors, avec différents formats de compétition, mais savoir que l'été, il y en a qui partent pas en vacances, qui peuvent continuer à jouer, avoir les salles disponibles, avoir des compétitions disponibles. Moi, je trouverais ça cool. Je serais pour, mais j'irai pas. S'il fait trop chaud, évidemment. Jouer à d'autres sports de balle pour changer de sensation, bad, squash, tennis, au risque de perdre des licenciés au tennis de table. Bah, moi, je me suis mis au tennis. J'ai une licence tennis là cette année. Ouh Mais non, mais c'est super agréable. En vrai. C'est super agréable de faire aussi autre chose. Et je pense que ça apprend aussi sur ta vision de jeu, sur les petits détails et tout. Et permet aussi un peu de décrocher du ping et de voir d'autres sports et tout. C'est intéressant. Péché de jeunesse, comme on est déjà sur un sport qui est asymétrique, où on surdéveloppe un côté par rapport à l'autre, il faut aussi développer le corps de chacun. Et c'est vrai que quand on passe les années, on sent que dans l'épaule ça tire. Si en plus on va au tennis au bad, on va arrêter le ping-pong un peu plus tôt que les autres. Après, si tu t'entraînes 1 ou 2 fois par semaine et que tu fais... Non, mais quelques fais autre fois- chose pour développer ton corps d'une autre façon. Moi j'y vais pas parce que j'ai peur de me blesser. Je suis une chochotte, mais Ah ouais. je me suis déjà blessé un peu au tennis et tout. Raté ping-pong. Ouais, oui, c'est là où il faut. Le Giro du deltoïde. Ouais, c'est là où il faut renforcer un peu, mais un conseil, si jamais vous faites plusieurs sports de raquette, essayez d'enchaîner en passant de la petite raquette vers la grande. En termes de sensations, c'est toujours comme ça qu'on garde le mieux. Si vous jouez au tennis avant d'aller au tennis de table, vous n'aurez pas de sensation. Que jouer au tennis de table avant d'aller au tennis, c'est beaucoup moins gênant. Donc c'est toujours mieux. D'ailleurs, il y a le racquethlon qui existe, où il y a tennis de table, badminton, squash, tennis, et en fait ils le font dans cet ordre-là, de la plus petite raquette vers la plus grande. Puisqu'il fait chaud durant l'été, ne faire que du service. Oui, moi je suis preneur à 1000%. J'étais là, t'as la team service, hein. Et là-bas, je sais pas. Ah ouais, là aussi. Bah alors, tu te débrouilles, t'es tout seul. Ouais, Mais c'est incroyable, on a 4 chroniqueurs qui sont pour Non. travailler Non. principalement Non, le pas service. lui. Ah pardon, Oui. Anthony. Pas moi. Non, moi je suis pour faire une pause. Pour faire une Ah oui. pause l'été. Et travailler que le service, oui, parce que ça condense beaucoup et ça peut permettre d'avoir des sensations. De garder des sensations et en tout cas de se dire il y a de la condensation. Donc je le je plaisir priorise. de travailler que le service quand t'aimes le ping, t'aimes les sensations de jeu. Ah, mais c'est un jeu, Tu sais c'est pas un jeu servir. qui est captivant le service. C'est un mec qui sait pas servir qui dit ça. Et Ah puis, ouais. Ça me le suffit problème, pour c'est que lui. l'été, on n'a pas les salles ouvertes, on C'est surtout ça. n'a pas les partenaires pour jouer. Si tu as la chance d'avoir la table dans le garage, tu prends quelques balles et tu cherches un peu les sensations, quoi. Et tu Intéressant. peux le faire même dehors s'il y a du vent. Bah, Ok. c'est moins gênant que de jouer, mais tu servir avec juste des balles à récupérer. C'est Et cool. puis, si tu fais une faute, c'est le vent. Oui, c'est vrai. Et dernière proposition, l'occasion de ne jouer qu'en double pour préparer la saison d'après. Pour ou Moi, c'est contre? non. Moi c'est non. Faire un tournoi de double ou Non, jouer qu'en double, se Un dire tournoi ok. de double, moi, je suis pour. Évidemment, on le verra à l'image, hein, Quentin. Bon, ok, c'était évidemment une proposition folklorique. On passe aux questions idées des internautes. Rémi, merci pour ta question. Tu n'es pas sans famille, tu es avec nous. La fin de Référence saison. pour les moins de 40 ans. Oui, en plus. C'est mort. Non, si, bah, attendez, je Le compte sur votre. C'est un ouvrage que les gens connaissent. Normal, Je Anthony Cultive. compte sur votre culture générale. Rémi, donc, la fin de saison, c'est le moment idéal pour tester du matos et ou une évolution dans son style de jeu. On l'a déjà un petit peu abordé sur le soft, effectivement. Ludovic,
j'imagine. Le summer break, alors, les Anglais, Américain, a priori. c'est ça. Ludobike. N'anéantit-il pas, l'essentiel des efforts fournis à l'entraînement en juin-juillet? Ah, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de repartir à zéro en septembre. Hein. Il y a des paliers et je pense que tu arrives à un moment quand tu as atteint un certain niveau, tu as un palier que tu repars après, tu as des paliers, tu as des steps et je pense que tu descendras pas en dessous d'un palier que tu as franchi. Moi, je dirais, plutôt. Ouais, de cran, de palier. je dirais deux choses. Une importante, mentalement, ça fait du bien de couper. Et du coup, on revient déjà plus frais. Donc, Avec l'envie. on arrive à être performant avec l'envie. Et pour avoir déjà essayé de changer la technique en mai-juin et d'avoir laissé maturer à vide pendant des semaines, bah, des fois, tu reviens, les choses sont en place alors que tu pensais pas les avoir mises en place à ce point-là. C'est pas du temps perdu de couper. On a un sport de répétition. Par contre, ce que j'entends, c'est que, on l'a tous vécu, c'est que si tu t'entraînes très régulièrement, surtout les jeunes hein, qui sont à 2, 3, 4 séances par semaine, ils arrêtent 2-3 semaines et ils perdent complètement leur repère. Alors en plus, on rajoute avec la croissance, c'est-à-dire que des fois, en 3 semaines, ils ont pris 1 centimètre ou 2 et ça peut changer complètement les repères. Donc on a l'impression d'un seul coup, on ne sait plus jouer parce qu'on n'a plus le repère quotidien. Donc la sensation est différente, mais le travail sur le long terme, il est là parce que comme dit Quentin, voilà, faut que ça travaille, ça mature un petit peu. Et enfin, Arthur, alors c'est plus de l'ordre du témoignage à propos des tournois de fin de saison. Entre la chaleur et le nombre de joueurs, l'humidité rend parfois les matchs ridicules. C'est quasiment injouable. Donc quelqu'un qui est énervé à propos des tournois de cette fin de saison. C'est la fin de notre Monkey Talk Show. Merci à nos chroniqueurs. Chers followers, continuez à nous écouter, à commenter, nous interpeller évidemment et à relayer cette superbe émission sur les réseaux sociaux. Le MTS range son micro, mais on garde un œil sur la balle. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut. Ciao.